le Sénat, l'Assemblée nationale, le ministère français des Affaires étrangères, la coopération suédoise. Voilà pour une partie de ce séminaire parlementaire consacré à l'abolition de la peine de mort. On en parle tout de suite dans le 24 heures Sénat. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Face aux extrémismes, François Hollande veut relever la tête. Dans une interview à 3 journaux européens, le chef de l'État se dit prêt à réformer la libre circulation en Europe. Le jour où un sondage donne le Front National en tête des intentions de vote aux élections européennes. Feu vert du Conseil constitutionnel aux lois de transparence de la vie publique. Objectif réhabiliter la vie politique après le scandale Cahuzac en combattant notamment les conflits d'intérêts. À la veille de la journée mondiale de lutte contre la peine de mort, séminaire aujourd'hui au Sénat sur la situation des régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On en parle avec notre invité ce soir, l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter. C'est à lui que l'on doit l'abolition de la peine de mort en France. C'était il y a 32 ans, jour pour jour. Soulagement pour l'exécutif avec la validation par le Conseil constitutionnel des lois sur la transparence de la vie publique. Hier, certains députés redoutaient une censure, notamment des mesures concernant la publication au journal officiel du patrimoine des élus. Écoutez les réactions de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, et de Bruno Retailleau, sénateur UMP de la Vendée. La loi telle qu'elle a été votée est une avancée. Au Sénat, nous avions souhaité qu'elle aille plus loin. Je suis heureux que le Conseil constitutionnel, pour l'immense essentiel, n'ait pas invalidé ces dispositions qui, je crois, sont nécessaires à notre démocratie. Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Je pense que la société demande de la transparence et c'est sans doute le sens de l'histoire, très bien, mais il faut aussi voir d'où vient ce texte et qu'avec ce texte-là, en aucun cas, même s'il avait été voté avant l'affaire Cahuzac, les digues qu'il prétend ériger n'auraient pas été suffisantes pour éviter l'affaire Cahuzac. Sans surprise, la commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur le texte sur le non-cumul des mandats a échoué. Il faut dire que les sénateurs ont voté un texte qui leur permet de cumuler 2 mandats. Avec nous, Marie Brémaud. Bonsoir Marie, Bonsoir, vous êtes journaliste à Public Sénat et vous avez suivi dans le cadre de notre série documentaire Les Dessous de la loi l'élaboration de ce texte au Sénat. Cet échec de la CMP, on imagine, ne vous surprend pas. Non, vous l'avez dit, c'est sans surprise. On peut même dire que c'était couru d'avance, tant les points de vue sur le sujet entre l'Assemblée nationale et le Sénat sont inconciliables. La commission mixte paritaire a duré, montre en main, 10 minutes. Les députés et les sénateurs présents n'ont pu que constater l'impossibilité de parvenir à un accord. L'Assemblée nationale, chambre on va dire plus docile que le Sénat, suit la position défendue par le gouvernement, soit l'interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec un mandat exécutif local. Le Sénat a une toute autre position et défend une exception sénatoriale, soit la possibilité pour les sénateurs de cumuler avec un mandat de maire, de président de région ou de président de département, et ce, au nom de la représentation des collectivités territoriales. C'est un argument qui transcende les clivages politiques au Sénat. On peut ne pas être du même bord et être d'accord, en tout cas sur les fondamentaux. Regardez cet extrait, je l'ai tourné juste avant l'entrée en séance des sénateurs au Sénat il y a 3 semaines. Mon ami socialiste, moi je ne le suis pas, et ben nous on est des républicains. Si c'est voté, c'est voté. Mais vous n'êtes pas du même bord, mais vous êtes d'accord tous les deux. Pas forcément. Oh, chacun a son... Pas forcément, je pense que c'est quand même assez démagogique cette loi sur le non-cumul et sur le mandat unique. Et en même temps, je pense qu'il est utile de mettre des limites sur le cumul aussi. Parce qu'il y a des cumuls dont on voit bien qui ne sont pas raisonnables. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, Alain était un des premiers à démissionner de son mandat de maire en prévision justement de ce qui allait se passer. Tout à fait. Donc on peut être raisonnable, mais en même temps, il ne faut pas être démagogique. Voilà. Et le mandat unique absolu, ça me paraît tout à fait démagogique. Bien, merci beaucoup Marie. Les révoltés du cumul, c'est le nom de votre documentaire. C'est à voir demain jeudi sur Public Sénat à partir de 22h30.
Mobilisation des entreprises contre la politique fiscale du gouvernement. Réunis hier à Paris, à Lyon, les chefs d'entreprise ont adressé un carton jaune à François Hollande. Pour eux, les entreprises sont asphyxiées. Julie Hulin. Des cartons jaunes adressés au gouvernement. Les chefs d'entreprise sont en colère et ils le font savoir. Ils étaient un peu plus de 2000 réunis hier à Lyon. Une nouvelle illustration des relations compliquées entre l'exécutif et le patronat et le résultat d'une improvisation qui se paie. Quelques jours après la présentation du budget 2014, le gouvernement abandonnait la taxe prévue sur l'excédent brut d'exploitation. Pour combler le manque à gagner de 2,5 milliards d'euros, une surtaxe temporaire sur l'impôt des sociétés demandée aux entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros. Une nouvelle accueillie positivement par le MEDEF qui maintient pourtant la pression. Aujourd'hui, ce que les chefs d'entreprise attendent, ce sont des mesures concrètes pour baisser le coût du travail, pour baisser la fiscalité, donc les impôts sur l'exploitation, et aussi pour simplifier drastiquement les codes et la rigidité que nous avons partout. Pierre Gattaz prévient, le ras-le-bol fiscal des entreprises pourrait se transformer en colère des patrons. De son côté, le gouvernement assume ses choix en s'appuyant sur les chiffres. La politique que nous menons, c'est une politique pro-croissance. La baisse du coût du travail qui a été annoncée il y a un an, elle est effective. Et l'INSEE vient de sortir ses premiers chiffres. Les premières mesures de baisse du coût du travail ont un effet sur la création d'emplois. 15 000 emplois créés grâce au CICE. Ça, c'est concret. Alors, et donc, le coût du travail ne va pas augmenter en 2014. C'est ça qui est important. Moderniser l'impôt sur les sociétés, c'est le souhait du ministre du Budget Bernard Cazeneuve. Reste à s'entendre. Pour ce faire, le gouvernement va organiser des assises de la fiscalité en 2014, dont les conclusions pourraient être intégrées dans le projet de budget 2015. Fiscalité, le ras-le-bol des patrons est-il justifié? C'est la question que nous avons posée à nos partenaires du Novolops.com. Ils ont répondu oui à 39%, non à 59% sur 628 votants. Après un incident sexiste hier à l'Assemblée nationale, le député UMP qui a imité une poule pendant l'intervention d'une élue écologiste a été sanctionné avec l'accord unanime de tous les groupes parlementaires. Et on a appris aujourd'hui la retenue en otage de deux journalistes français en Syrie, Nicolas Hénin et Pierre Torres, dont la détention depuis le 22 juin était gardée secrète. Avec Didier François et Édouard Elias, ce sont au total 4 journalistes français qui sont retenus en otage en Syrie depuis juin. Et puis sachez que le Sénat a adopté cet après-midi une proposition de loi socialiste sur l'indemnisation des victimes des prises d'otages. La Commission des affaires sociales du Sénat a poursuivi quant à elle aujourd'hui ses auditions préparatoires à l'examen de la réforme des retraites. Ce matin, les sénateurs ont entendu les syndicats. Compte rendu, Julien Chaulin. Allonger la durée de cotisation, oui, mais pas sans contrepartie. C'est le message qu'ont adressé la plupart des syndicats aux sénateurs. Des parlementaires qui devront examiner en procédure accélérée les propositions du gouvernement. Dernière en date, la prise en compte partielle des années de stage. Le gouvernement a proposé un amendement à l'Assemblée nationale qui consisterait à permettre aux étudiants qui ont des stages moyens, on va dire, en termes de durée, de pouvoir cotiser. Donc ça serait une cotisation qui ferait 12 € par mois. Nous, on pense que c'est un vrai premier pas. Autre point sensible, la prise en compte de la pénibilité. La sénatrice rapporteuse de la commission l'assure, les salariés aux conditions de travail difficiles bénéficieront de dispositions particulières. Il faut voir comment on peut permettre à ceux-là de réduire un petit peu leur durée de cotisation pour pouvoir partir avant 62 ans à la retraite. Si la CFDT acquiesce, la CGT, elle, rejette toujours en bloc. Pas question pour elle d'accepter tout allongement de la durée de cotisation. On sait d'ores et déjà que la grande majorité des salariés n'atteindront pas cette durée à l'âge légal et devront, alors en théorie, travailler plus longtemps. Le problème étant que dès aujourd'hui, ils n'ont pas cette possibilité de travailler plus longtemps, donc ça va se traduire par une baisse des pensions. Le débat parlementaire devrait s'ouvrir officiellement au Sénat à partir du 28 octobre. Dans la suite... Et pour parler de cette réforme des retraites, notre invité ce soir, Dominique Vatrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur du groupe communiste du Pas-de-Calais. Alors, on a vu dans ce reportage, allongement de la durée de cotisation à 43 ans. Les syndicats disent oui, mais pas sans contrepartie. Que peut proposer le Parlement ?
Je crois qu'il y a deux avis assez partagés dans les syndicats. Il y a ceux qui disent oui, comme la CFDT, en disant ça va un petit peu consolider le système, même s'ils appellent une réforme systémique. Mais il y a, comme on vient de l'entendre, la CGT, Force ouvrière, qui rejette cet allongement de la durée de cotisation. Et ce que je viens d'entendre, je le partage totalement, ça va pénaliser les jeunes. Rendez-vous compte, les jeunes rentrent dans le marché du travail à 23 ans, au mieux. Soit ils ont fait des études, soit ils galèrent pour arriver à trouver un emploi pérenne. Et vous ajoutez à cela 43 ans de cotisation pour la génération 73 dès 2030. Et donc vous arrivez à 66 ans. 66 ans pour partir à la retraite. On sait bien que soit on arrive usé, soit on n'y arrive pas et on va partir avec une retraite de misère parce que la décote, qui est un système particulièrement injuste, va frapper beaucoup à ce moment-là. Alors justement, pour ces jeunes, une des propositions du gouvernement, eh bien, c'est la prise en compte des années de stage. Qu'en pensez-vous? Alors sur les stages, rien à dire, mais alors la question qui a été posée ce matin à juste titre, c'est ce qu'on donne pour les stages, il faut le faire aussi pour les années d'études. Vous savez qu'il y a une forte mobilisation des associations de jeunesse, quelles que soient les orientations politique à gauche et au-delà pour dire il faut régler ce problème. Et effectivement, il faut que les années d'études soient validées. Ce qui est proposé ici, c'est au maximum une année d'études avec un tarif préférentiel de l'ordre de 1 000 € et on sait que ça coûte entre 3 000, 10 000 voire plus pour cotiser. Donc ces jeunes qui devront racheter en quelque sorte leurs années d'études sur 5-10 ans après leurs études, alors qu'ils doivent déjà faire face à leur installation dans la vie, qui devront peut-être aussi rembourser déjà les années d'études, les droits d'inscription qu'ils auront dû payer, seront dans cette incapacité. Là, je pense qu'il y a un consensus des syndicats pour améliorer le système, pour faire pour les études ce qui est fait pour les stages. Il y a consensus, il faut que le gouvernement entende cela. Alors le texte va bientôt être présenté en commission au Sénat avant, on l'a entendu, son examen en séance publique le 28 octobre. Pour l'instant, quelle est la position du groupe communiste sur ce texte? Alors le groupe communiste considère tout simplement qu'il s'agit d'un texte injuste et disproportionné et déséquilibré, contrairement à tout ce qui est affirmé. Et on peut le prouver avec des chiffres, savoir qui fait l'effort. Eh bien, nous allons nous opposer à toutes les régressions, en particulier l'augmentation de la durée de cotisation, au système de financement qui est proposé, qui épargne totalement le patronat. C'est quand même extraordinaire. Donc vous me dites ce soir, quel que soit le sort réservé à vos amendements, vous allez déjà voter contre ce texte? On va voter contre ce texte parce que la logique du texte est déjà tracée. C'est 43 années de cotisation au lieu de 41,5. C'est la baisse du taux de remplacement avec des retraites qui vont diminuer drastiquement. Et ça va ajouter de l'austérité à l'austérité. Peut-être ça fait plaisir à la Commission de Bruxelles, mais ça nous entraîne encore plus dans une spirale de l'austérité et vers toujours plus de crises dans notre pays. Il faut sortir de tout ça. On ne peut pas voter un texte de cette nature. Après, il y aura peut-être, et on va se battre pour des améliorations sur les jeunes, sur la pénibilité, sur les femmes. Mais sur le fond, prenons la situation des femmes, prendre en compte mieux les congés de maternité. La situation des femmes, ça sera d'ailleurs l'objet des auditions de la Commission des Affaires sociales demain. Tant qu'il n'y a pas l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, on arrive au final, avec ce texte comme avec les précédents, à des inégalités renforcées entre hommes et femmes. Merci beaucoup Dominique Vatrin d'avoir été l'invité de 24 heures Sénat. Nous vous en parlions hier. La mission d'information du Sénat sur l'organisation décentralisée de la République a publié son rapport. Voyez ce qu'en dit un de ses auteurs, l'ancien ministre et sénateur UMP de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin. C'est un rapport consensuel qu'on a fait avec le rapporteur M. Kratinger, quasiment à l'unanimité, moins une voix, qui a une seule grande perspective, la démocratie efficace, un département pour s'occuper de la proximité et des grandes régions. On divise par 3 à peu près le nombre des régions, c'est-à-dire qu'on évite tous les doublons. Stop aux doublons. Donc une démocratie qui se veut plus efficace grâce au territoire. Un département pour la proximité, une grande région européenne pour la puissance.
La réforme pénale présentée ce matin en Conseil des ministres par la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Elle sera assortie de 1000 créations de postes pour la faire appliquer. Annonce du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ce texte sur la prévention de la récidive et l'individualisation des peines est contesté par la droite qui crie au laxisme et demande son retrait. On écoute la garde des Sceaux. Le gouvernement veut vraiment lutter contre la récidive. Je rappelle qu'il y a quand même dans cet engagement un risque politique, un double risque politique, parce que tout cela va se mesurer. Tout cela va se mesurer. Donc nous aurons à répondre dans quelque temps du taux de sortie sèche et du taux de récidive. Et c'est un risque que nous acceptons, que nous assumons, et c'est pour ça que nous nous en donnons les moyens. À l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort, célébrée chaque année le 10 octobre, le Sénat a accueilli cet après-midi le premier séminaire parlementaire sur la peine de mort dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Cet après-midi, des parlementaires étaient réunis pour faire avancer la cause de l'abolitionnisme universel, car si de réels progrès existent, une cinquantaine d'États appliquent toujours la peine capitale. Paul Bouffard. C'est une réalité. La peine de mort est encore très présente dans le monde. Selon Amnesty International, au rang des plus gros exécuteurs, la Chine occuperait la première place avec plusieurs milliers d'exécutions en 2012. Juste derrière, l'Iran avec 314 personnes tuées l'an passé. Suivent l'Irak, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Plus proche, la Biélorussie reste le seul pays entre Europe et Asie centrale à appliquer la peine de mort. En 2012, on recense 682 exécutions selon Amnesty International. 21 pays l'ont appliqué. Aux États-Unis, plus grande démocratie au monde, 1328 personnes ont été exécutées depuis le rétablissement de la peine en 1976. Mais cette année, le Maryland est devenu le 18e État abolitionniste. Dans le monde, 2 tiers des pays ont déjà aboli la peine de mort. Restent aujourd'hui 58 États appliquant le châtiment. Le 9 octobre 1980, Robert Badinter faisait voter l'abolition de la peine de mort en France. 32 ans après, il est l'invité de 24 heures Sénat. Robert Badinter, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes une grande figure de l'abolitionnisme en France, mais aussi à l'étranger, toujours mu par cette volonté de ne jamais accepter une justice qui tue. Comment accompagnez-vous les autres parlementaires dans leur combat contre l'abolitionnisme? Ils sont eux-mêmes très fortement motivés. Et je ne veux pas jouer les pères conscrits, leur donner des conseils. Simplement, chaque situation est particulière, mais le principe est universel. Et je le dis très fermement, je n'aurais jamais cru, en 1981, que nous irions si vite, si loin. Nous étions le 35e État dans le monde, le dernier en Europe occidentale, abolir la peine de mort. Il s'est passé un peu plus de 30 ans. Aujourd'hui, 100 États sont abolitionnistes en droit, 50 n'exécutent plus, il y a 198 États aux Nations Unies. Vous voyez combien l'abolition est devenue majoritaire en très peu de temps, et le mouvement est irréversible. Croyez-vous possible cette marche vers eh bien, une abolition universelle? Je ne la crois pas possible. Je suis convaincu que vous, qui êtes une jeune femme, vous verrez l'abolition universelle. Ça sera comme la torture. Ça paraîtra un archaïsme sans valeur. Mais comment est-ce qu'on a pu ainsi recourir à la peine de mort? Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Prenez le cas aujourd'hui, depuis ce qui est advenu, il n'y a jamais eu de retour en arrière. Pour une raison simple, c'est qu'on s'aperçoit qu'on vit aussi sur la guillotine. Mais qu'en revanche, l'existence de la peine de mort ne cesse de poser les problèmes moraux les plus graves. Et c'est quand même le premier des droits de l'homme, que le droit au respect de sa vie. Alors cet après-midi, eh bien, il y avait une quarantaine de parlementaires ici au Sénat, de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Quelle est la situation dans ces pays? Elle n'est pas bonne. Elle est diverse, mais elle n'est pas bonne. Il faut distinguer la situation dans les pays du Maghreb, où vous avez une abolition de fait. Puis 15 ans, 18 ans, là, l'on n'exécute plus. Mais on ne supprime pas. Parce que ces lois sont impopulaires, et il faut le dire, il faut du courage politique. Vous ne recueillez pas la faveur du public à la faveur de l'abolition. Mais en ce qui concerne les autres pays,
du Proche-Orient. Alors là, la situation, représenter la situation est, je dois le dire, plus que préoccupante. L'Irak aujourd'hui exécute considérablement, plus que les Chinois, au regard des populations respectives de ces États. Et l'Iran est leader de tous les pays en ce qui concerne la pratique de l'abolition par rapport au nombre de ses habitants, avec cette spécificité odieuse, les femmes, les mineurs, la lapidation et une croissance du nombre d'exécutions. Donc là, nous nous trouvons en présence d'un effort et d'une situation qui appelle de notre part toutes les actions possibles, mais ça passe d'abord par les parlementaires de ces pays. C'est pourquoi c'était si important cette réunion au Sénat cet après-midi, qui se poursuivra d'ailleurs demain à l'Assemblée. On vous a entendu d'ailleurs cet après-midi, vous leur avez dit que c'est une lourde tâche, vous êtes un peu seul pour mener ce combat, mais vous aurez une immense joie, c'est ce que vous aviez vous-même ressenti en 81 ? Oui, bien sûr. Vous savez, en 81, le public était majoritairement en faveur de la peine de mort. Et ce n'était pas un climat de sympathie qui entourait l'abolition qui avait été voulue par le président Mitterrand. Mais pour moi, ça représentait évidemment l'aboutissement d'une longue marche qui avait en effet mobilisé la décennie précédente. Quand ça a été fini, contrairement aux augures, le Sénat, qui était à majorité de droite, a voté l'abolition dans les mêmes termes que l'Assemblée, ce qui fait que c'était fini. Justement, le vote du Sénat était loin d'être acquis. Comment avez-vous fait pour arracher ce vote ? J'ai découvert là les douceurs et les charmes et aussi les passions de la République parlementaire. J'ai mieux compris pourquoi des hommes comme Mendès France ou Mitterrand aimaient tant la République parlementaire. Vous ne connaissez pas l'issue du débat. Et c'est à la fois dans les rapports avec les différents groupes et en même temps la séance elle-même, avec ses affrontements. Ça avait duré 3 jours, c'est ça ? Ça a duré, oui, 3 jours et 2 nuits. Et enfin, quand le moment est arrivé, je suis allé, par piété, à la place de Victor Hugo, qui, vous le savez, avait été sénateur, et qui se trouve là où est aujourd'hui le groupe socialiste, le groupe communiste. Il siège Victor Hugo à l'extrême gauche. Et pendant qu'on annonçait le résultat, j'ai mis ma main sur le pupitre de Hugo parce que il avait prononcé cette phrase merveilleuse, en 1848 au cours du débat parlementaire. Je vote l'abolition pure, simple et définitive. Et ce que je voulais, c'était l'abolition pure, simple et définitive. Un adjectif en plus maintenant, c'est universel. Alors Le Monde publie aujourd'hui un document historique inédit qui relate les ultimes moments d'Hamida Djandoubi. C'est le dernier guillotiné en France, ça remonte à 1977. Racontez-nous l'histoire de ce document inédit. Il y a très peu de temps de cela, quelques semaines, je demande de rendez-vous là, monsieur, une voix extrêmement courtois, qui m'a dit voilà, je tenais à vous apporter ce document. Ma mère était doyenne des juges d'instruction de Marseille. Le président du tribunal lui a dit il faut un magistrat du siège ce soir, plutôt cette nuit, pour assister à l'exécution de Djandoubi. Elle n'avait pas instruit l'affaire. Et vous êtes la doyenne, c'est à vous de le faire. Femme consciente de ses devoirs, certainement hostile à la peine de mort, elle y est allée. Et en rentrant chez elle, il devait être 5h30, 6h du matin, elle a écrit comme un procès-verbal, avec précision, sans se laisser aller à l'émotion ou à la révolte. Mais on le sent qu'elle est révulsée par ce qu'elle a vu. Nous avons là le récit très exact de comment se déroulait en France une exécution sur la guillotine. Et je lui dis tout de suite, c'est un texte qu'il faut publier pour que les jeunes générations sachent ce que signifiait vraiment la peine de mort. Ouais, c'est un texte extraordinaire. J'ajoute que je n'ai pas l'intention de le conserver par devers moi et je pense le donner à l'École nationale de la magistrature
pour que les jeunes magistrats sachent ce que ça signifiait pour les magistrats. On voit derrière vous des extraits d'ailleurs de ce témoignage. Cet homme va mourir, il est lucide, il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que de regarder la fin de quelques minutes. C'est extrêmement émouvant. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez lu ce document pour la première fois? Peu importe ce que j'ai ressenti, mais ce qui compte, c'est l'extraordinaire, les extraordinaires détails si humains, avec John Dewey qui avait perdu la jambe dans un accident du travail, et auquel on remet sa jambe, on peut se clopiner jusqu'à la guillotine, et puis le passage où il fume, puis une deuxième cigarette, et puis c'est sa fin, c'est un homme jeune, et encore une, et on se finit, ça va comme ça, et on l'emporte. Ah, c'est terrible. On le voit, j'entends un bruit sourd, je me retourne, du sang, beaucoup de sang, du sang très rouge, le corps a basculé dans le panier. On a du mal à imaginer que c'était finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, 30 ans. Mais vous savez, l'expression que j'ai utilisée au procès Patrick Henry pour décrire aussi sobrement et précisément que possible aux jurés ce que signifiait condamner à mort et exécuter, c'était couper un homme vivant en deux. On coupait un homme vivant en deux et chaque morceau tombait d'un côté. Évidemment, le sang. Un mot sur la situation des États-Unis et de la Chine. Là aussi, on a très peu de chiffres sur ce qui se passe en Chine. Est-ce que vous allez aborder demain, peut-être à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la peine de mort également pour la journée mondiale contre la peine de mort, mais la question sera vraie. En Chine, il existe un mouvement abolitionniste. Les chiffres sont incertains, mais on su à Paris des avocats chinois, des magistrats chinois, des juristes chinois, et il y a un véritable mouvement, mais évidemment, ça ne dépasse pas encore le cadre des milieux professionnels ou des intellectuels ou des universitaires ou des étudiants. C'est pas encore un mouvement de masse. Mais nous progressons. Aux États-Unis, c'est plus qu'une question maintenant, à mon sens, de peu de temps. D'ailleurs, quand on dit les États-Unis, c'est pas exact, vous l'avez évoqué, aux États-Unis, cela dépend de la législation des États. Vous avez aujourd'hui... Au Texas, on a des espoirs. Non, vous avez aujourd'hui, sur 50 États, 18 États qui sont abolis. Dans les dernières années, vous en avez eu 6, et pas les moindres. L'État de New York, l'Illinois de M. Obama sont devenus abolitionnistes, et le nombre des exécutions a considérablement chuté dans les 7 dernières années. En fait, il y a des citadelles, et le cœur de ces citadelles, c'est le Texas, des régions culturelles, mais le mouvement d'ensemble des États-Unis va vers l'abolition, et à mon avis, elle est inévitable et plus proche qu'on ne le croit. Robert Badinter, je voudrais vous faire réagir à l'actualité du jour qui est la présentation ce matin au Conseil des ministres de la réforme pénale de Christiane Taubira. Quel regard portez-vous sur l'action de la garde des Sceaux en matière de lutte contre la récidive? Le projet de loi, je n'ai pas encore lu, pas encore achevé, mais il va dans la bonne direction. Vous savez, il est évident que le tout carcéral, loin de lutter contre la récidive, l'aggrave. Et spécialement s'agissant des maisons d'arrêt. Nous avons des maisons d'arrêt vieillies, nous avons des maisons d'arrêt surpeuplées, nous avons de vieilles maisons d'arrêt dans les villes dans lesquelles on vit difficilement et où on ne peut pas entreprendre un travail en vue de la réinsertion. C'est impossible. Alors, on le sait, c'est l'école du crime, disait déjà Victor Hugo. Mais évidemment, qui voit ces jeunes gens, très souvent, 18, 22 ans, qui rencontrent-ils? Hélas, des caïds, des professionnels, et quelquefois des inspirateurs détestables, qui les tournent vers le terrorisme. Disons-le, tout doit être mis en œuvre, s'agissant, évidemment, d'infractions qui ne sont pas majeures, il ne s'agit pas ici de criminels, pour éviter l'emprisonnement. Et à cet égard, les dernières années ont vu un développement important du bracelet électronique, et je crois que c'est une des voies qui va être le plus explorée, mais je le dis clairement, il ne suffit pas de faire des textes. Si vous ne mettez pas à la disposition des magistrats
les personnels nécessaires pour l'approbation, pour la formation. Vous aurez des textes, vous n'aurez pas de résultat. Il faut prendre la mesure de ces exigences, et c'est une priorité nationale. La récidive est en elle-même un fléau. Moi, je pense, pour ma part, c'est moi qui ai fait voter dans cette maison le travail d'intérêt général, qui était la grande peine de substitution à l'incarcération. Donc, c'est là la ligne vers laquelle nous devons absolument aller. Bien, merci beaucoup, voilà, Robert Badinter, d'avoir été notre invité dans 24 heures Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 22 h, Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.